Fêtons aujourd'hui les combats de Bazeilles, souvenir des anciens à nul autre pareil. Ils ont tout sacrifié, c'était pour leur patrie. Ils l'aimaient, ces héros, ils nous ont tout appris. Ceux qui ont survécu sont partis pour ailleurs. Il en restait bien peu, mais parmi les meilleurs. Ils ont donné leur vie, eux aussi, pour l'honneur, pour servir leur pays, car ils avaient du cœur. S'il est vrai que la gloire des autres n'est pas chère, de leurs brillants faits d'armes, soyons cependant fiers. Plus tard vint leur revanche, c'était la Grande Guerre, et puis vint la seconde, celle où étaient nos pères. Ensemble, ils sont partis, côte à côte, noirs et blancs. Mais rouge était leur chair, et rouge était leur sang. Ils l'ont versé ensemble, c'était pour nous apprendre qu'il nous fallait aussi essayer de comprendre ce qui nous séparait et nous réunissait. Ce n'était qu'un seul mot, et c'était liberté. Nous sommes ici ce jour pour leur rendre un hommage et pour vivre chacun ce qui est leur message. Celui de l'amitié, celui de l'espérance, celui de leur courage, pour que vive la France. Le spectacle qui va vous être présenté maintenant se veut un bref raccourci de l'histoire du régiment depuis sa création. Un relief particulier sera donné à son passé plus récent, qui d'une part le lie étroitement au pays vannetais et d'autre part le voit aujourd'hui fêter ses 20 années de professionnalisme. Articulé autour de 6 principaux tableaux, vous pourrez voir évoluer devant vous le marsouin des années 90, fier de son passé, attaché à ses traditions, mais aussi confiant en l'avenir,
de par ses qualités de disponibilité et de compétence. Les origines du 3e régiment d'infanterie de marine se confondent avec celles de l'arme proprement dite et remontent au 14 mai 1831, date de création par ordonnance de Louis-Philippe des 1er et 2e régiments de la marine. De 1831 à 1854, notre régiment portera le numéro 2. Il ne deviendra 3e de l'arme qu'au mois d'octobre par décret impérial. Il est donc, avec le 2e RIMA actuel, numéroté 1 jusqu'en 1854, le plus ancien des régiments des troupes de marine. La création des régiments d'infanterie de marine est nécessitée à l'origine par le service ordinaire des garnisons des colonies françaises, principalement la Martinique et la Guadeloupe. La première garnison métropolitaine du 3e RIMA sera Rochefort-sur-Mer à partir de 1846. Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les troupes de marine prendront sans cesse de l'ampleur par le fait des campagnes et de l'extension de l'Empire. Le 3e RIMA sera pour sa part principalement abonné au service en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à La Réunion et au Tonkin. Il participera toutefois avec des unités de marche à toutes les campagnes et expéditions de cette période. Les plis de son drapeau se pareront de quelques-uns de ses plus beaux faits d'armes avec la campagne d'Océanie, 1843 à 1846, Mogador, 1844, pendant la campagne du Maroc, Alma, 1854, au cours de la guerre de Crimée, Palikao, 1860, durant l'expédition de Chine, Kiowa, en 1861, pendant l'expédition de Cochinchine, Sontai, 1883, pendant la campagne du Tonkin. Mais c'est en 1870 que pour la première fois, le 3e régiment d'infanterie de marine sera engagé sur un théâtre d'opération européen. La guerre contre l'Allemagne fait rage. Les 31 août et 1er septembre 1870, à Bazeilles, les 3 bataillons du 3e RIMA, dans les rangs desquels se trouvent le capitaine Dotz et le sous-lieutenant Gallieni, se battent comme des lions pour couvrir la retraite de l'armée et sont décimés par un ennemi très supérieur en nombre. Le récit de ces combats de Bazeilles est célèbre et chaque année, l'ensemble des troupes de marine commémore ce fait d'armes, que ce soit à Fréjus au plan national ou dans les garnisons de chaque régiment de l'arme, comme ce soir à Vannes. En voici le déroulement. « 1870. La France est en guerre. Son territoire est envahi. Pour prendre part à la lutte, Marsouins et Bigorre sont pour la première fois de leur histoire groupés dans une même division de marine, connue dans l'histoire sous l'appellation de division bleue. Commandée par le général de Vassoigne, elle reçoit pour mission d'établir sa jonction avec l'armée de Bazaine enfermée dans Metz. Le 31 août, vers midi, la brigade du général Martin des Palières est chargée de reprendre Bazeilles que l'ennemi vient d'occuper. L'assaut est donné, l'ennemi refoulé, mais sa supériorité en nombre et en artillerie lui permet de reprendre pied dans la localité. La mêlée est acharnée, les pertes sévères des deux côtés. Vers 4 heures de l'après-midi, les nôtres ne tiennent plus que les lisières nord du village en feu. La brigade du général Reboul est alors engagée et avant la nuit, au prix de combats acharnés, Bazeilles est à nouveau totalement reconquis. On s'organise pour la nuit.
Seuls des grands gardes, aux ordres du commandant Lambert, sous-chef d'état-major de la division, tiendront la localité. Lorsque le 1er septembre, au lever du jour, les Bavarois commencent à pénétrer dans le village, ils croient celui-ci abandonné. Une vigoureuse contre-attaque menée par 150 marsouins les surprend et les met en fuite. Contraint de se replier sur ordre, Bazeille est abandonné. Mais un contre-ordre vient bientôt forcer la division à réoccuper les positions dont se sont apparés entre-temps les Bavarois. Malgré une défense acharnée de l'adversaire, le village est bientôt repris pour la 4e fois. Luttant à 1 contre 10, les marsouins s'opposent pied à pied aux attaques du 1er corps d'armée bavarois, renforcé d'une division supplémentaire. Les pertes sont très sévères de part et d'autre. Les munitions commencent à manquer. Estimant sa mission remplie, et pour ne pas voir une telle troupe massacrée, le général de Vassoine fait sonner la retraite vers midi. La division bleue a perdu 2655 des siens. L'ennemi, bien plus du double. Le glorieux épisode de la défense de l'auberge Bourgerie, qu'Alphonse de Neuville a immortalisé par son célèbre tableau « La dernière cartouche », se situe le 1er septembre en fin de matinée. Le commandant Lambert, blessé, et une poignée d'hommes égradés défendent la maison malgré l'entrée en action de 2 pièces d'artillerie, en dépit de l'incendie et des pertes subies. Ils tiendront jusqu'à l'épuisement complet des munitions. Le capitaine Aubert tire la dernière cartouche. Tel est brossé, à larges traits, le glorieux exploit des milliers de soldats de marine, de toutes armes et services, groupés sous les ordres du général de Vassoine. Il explique pourquoi Bazeille est devenu le haut lieu et le symbole des troupes de marine. Ce haut fait d'armes auquel participa le 3e de marine ne signifie pas bien au contraire sa disparition totale. La fin du 19e siècle le verra s'illustrer sous de nombreux autres cieux. Le 1er janvier 1901, faisant suite à un décret présidentiel portant formation et organisation de l'armée coloniale, le 3e régiment d'infanterie de marine prend l'appellation de 3e régiment d'infanterie coloniale qu'il conservera jusqu'en 1958. Le 2 août 1914, l'Allemagne nous déclare la guerre. Dès le 7 août, le 3e RIC, aux ordres du colonel Lamolle, quitte Rochefort et rejoint le front. Il participera aussitôt à la bataille de Rossignol, puis à la bataille de la Marne, qui lui vaudra sa 7e inscription au drapeau. En janvier 1915, 2 bataillons s'illustreront par la reconquête et la conservation du fortin de Beauséjour au prix de 1015 tués, blessés ou disparus. C'est au cours de ce combat qu'un adjudant, se battant seul derrière un barrage interdisant l'un des boyaux d'accès, poussa le cri désormais célèbre de « Debout les morts !» et qui deviendra la devise du 3e de marine. Ces combats lui valent sa 8e inscription au drapeau, Champagne 1915. Retiré du front français en octobre 1915, il est envoyé dans les Balkans, au sein de l'armée d'Orient, où il s'illustrera notamment dans le massif fortifié de Dobropolje, qui lui vaudra une 9e inscription au drapeau. L'armistice de 1918 trouvera le régiment encore engagé dans cette campagne d'Orient. L'entre-deux-guerres, quant à elle, sera marquée par la participation du 3 aux opérations du Maroc du mois d'août au mois de septembre 1925. Le 10 mai 1940, dès le déclenchement de l'offensive allemande, le 3e RIC est engagé au sein de la 1re division d'infanterie coloniale.
Du 14 au 18 mai 1940, il contre-attaque victorieusement à Beaumont en Argonne, au sud de Sedan. Les 9 et 10 juin, à Beaufort en Argonne, il brise l'assaut d'une division allemande faisant 300 prisonniers. Le fanion de la 7e compagnie, en lambeaux et taché de sang, témoigne de l'âpreté de ces combats. Au cours de son repli vers le sud, il livre les 14 et 15 juin sur l'assaut près de Bar-le-Duc, un combat très dur et dégage sa division en voie d'encerclement. Une élogieuse citation à l'ordre de l'armée récompensera, un an après, ces différents exploits réalisés à un moment particulièrement difficile de notre histoire. Encerclé dans la région de Sion-Vaudemont, au nord de Mirecourt dans les Vosges, il doit, après avoir subi des pertes considérables, déposer les armes le 21 juin, non sans voir à ce moment ses compagnies toujours faire face à l'ennemi. Dissous durant l'occupation, il renaît le 4 novembre 1944 dans le maquis avant d'être officiellement recréé le 1er août 1945 à Rochefort. Réduit à un bataillon le 15 avril 1946, il quitte Rochefort où il aura tenu garnison pendant 108 années et s'installe à Paris. Le 3e RIC, avec 3 bataillons répartis entre Paris, Maison Lafitte et Rueil, qui avec le 1er RIC de Versailles constitue la brigade coloniale de Paris. Il envoie bientôt des bataillons de marche en Afrique du Nord. Le 2e bataillon part en 1954 pour la Tunisie. Le 3e bataillon part en 1956 pour le Maroc. Enfin, le 1er bataillon part en 1956 pour l'Algérie. Ces bataillons isolés sont rapidement absorbés sur place par d'autres régiments et le 1er janvier 1958, la portion centrale de Maison Lafitte est transformée en centre d'instruction. C'est le centre d'instruction 3e RIC, puis 3e RIMA, le 1er décembre 1958. Dissous en octobre 1962, le régiment est reconstitué à Vannes le 1er mars 1963 à partir du 1er RBIMA et d'un bataillon du 9e RIMA. Le drapeau actuel est présenté aux troupes le 23 avril 1963 au quartier Foch par le colonel Lantowen. Il porte les 9 inscriptions suivantes. Mogador 1844, Alma 1854, Palikao 1860, Kiowa 1861, Bazeille 1870, Santaï 1889, Marne 1914, Champagne 1915, Dobropolje 1918. Reconstituant symboliquement devant vous ce soir cette première présentation du drapeau dans son nouveau cadre, le régiment manifeste par là même son profond attachement à Vannes et sa région, ainsi que sa parfaite intégration au sein d'une population avec laquelle d'indicibles liens se sont créés au fil des 27 dernières années. En présence des fanions et des drapeaux des amicales 3e RIMA, 3e RIC, vous assisterez à la relève symbolique de la garde au drapeau telle qu'elle se présentait à l'époque par l'actuel garde au drapeau du 3e de marine.
Reposez. Hop. Relève dehors. Arme. Pour les soldats, reposez. Arme. Au drapeau. Deux. Hop. Portez. Hop. Jusqu'à la fin des années 70, le régiment se consacrera principalement à deux domaines: l'instruction de ses personnels,
son intégration dans le nouveau cadre de vie du pays vannetais. Constitué d'appelés, il sera le premier régiment des troupes de marine à se professionnaliser à compter de 1969. Le 28 août 1969, ordre est donné au 3e de marine de mettre sur pied et d'instruire, pour le 1er avril 1970, 2 compagnies d'engagés du type Dauphin. Elles sont destinées à assurer au Tchad la relève du 1er détachement Guépard, assuré jusqu'alors par le 2e régiment étranger de parachutistes. Augmenté d'un état-major tactique disposant d'organismes nécessaires au commandement autonome et au maintien en condition des 2 unités, le détachement est mis en place au Tchad entre le 1er et le 15 avril 1970. Il effectuera 15 mois de séjour et sera rapatrié entre le 16 et le 24 juin 1971. Aux ordres du lieutenant-colonel Jacquet-Francillon, alors commandant en second du régiment, 407 personnels du 3 participeront à cette mission. Implanté à Mongo, 500 km à l'est de Fort-Lamy, il occupe les postes de Bitkin, Melfi, Aboudeya, Antimam et ultérieurement jusque dans le Borkou Enedi Tibesti pour ce qui concerne la 4e compagnie. S'agissant de l'emploi du détachement, le séjour peut être subdivisé en 3 phases. Première phase d'avril à juin 1970. Des opérations d'ensemble menées à l'échelon de l'état-major militaire tactique engageaient de l'ordre d'1 ou 2 compagnies renforcées contre des bandes rebelles fortes d'une centaine d'hommes. Conjuguée avec l'emploi intensif des moyens aériens, la manœuvre au sol permit d'infliger de lourdes pertes à l'adversaire. Deuxième phase de juillet 1970 à mars 1971. L'EMT, renforcé d'une compagnie de l'armée nationale tchadienne et de 2 sections de la garde nationale et nomade du Tchad, occupa 7 garnisons sur une surface de 100 000 km². À partir de celle-ci, des sorties furent effectuées avec des effectifs de la valeur de la section contre de petites bandes adverses, principalement occupées à survivre. Troisième phase, enfin, d'avril à juin 1971. L'EMT perdit ses responsabilités territoriales et, après regroupement sur Mongo, effectua des opérations de nomadisation sur l'ensemble de la zone. L'adversaire ne se manifestait plus alors que par des actes relevant plus du banditisme que de l'activité militaire. Le tableau qui s'est mis en place devant vous tend à s'intégrer dans la seconde phase de l'intervention au Tchad. Il permet de voir les moyens et équipements des sections au cours des opérations limitées menées sur l'ensemble de la zone. Opérations de recherche, de contrôle, de fouille, opérations de présence active destinées à maintenir la pression sur les éléments rebelles en voie de démobilisation. Ces opérations ont permis au détachement d'effectuer un travail en profondeur de pacification et les très nombreux ralliements opérés en sont une preuve tangible. Monsieur Michel Debré, ministre de la Défense de l'époque, a parfaitement illustré des résultats dans la lettre de félicitations adressée au régiment à l'issue de sa mission et dont voici le texte. Le ministre d'État chargé de la Défense nationale félicite le 3e régiment d'infanterie de marine. Très belle unité dont un état-major tactique et 2 compagnies de combat ont participé aux opérations de maintien de l'ordre menées dans la zone centre du Tchad d'avril 1970 à juin 1971 sous les ordres du lieutenant-colonel Jacquet-Francillon. C'est particulièrement distingué à Krekek, 9 mai 1970,
Kieke, 24 juin 1970, Bitkin, 17 août 1970, Amkabak, 14 février 1971, et Abu Deya, 21 et 22 février 1971, infligeant aux rebelles des pertes assez sensibles. Malgré les conditions très difficiles dues au climat et au terrain, a contribué très efficacement, avec abnégation et constance, à l'œuvre de pacification entreprise, démontrant ainsi les qualités essentielles des troupes de marine. Poursuivant sa professionnalisation et ses missions tant en Europe qu'outre-mer, le 3e régiment d'infanterie de marine écrira en 1978 une nouvelle page de gloire de son histoire. Retrouvant son théâtre d'opération privilégié du Tchad, il va dans le cadre de l'opération Taco s'illustrer par la vaillance, le courage et la compétence de ses marsouins. À l'occasion de la mission épervier au Tchad, de ce début d'année 1990, les marsouins de la 3e compagnie ont voulu marcher sur les traces de leurs anciens et ont reconstitué pour vous quelques-uns des faits d'armes de leurs aînés. L'offensive, lancée en février 1978 par le Front de libération nationale tchadien d'Hissène-Habré, puissamment soutenu par la Libye, a bousculé les forces armées nationales tchadiennes. Et tout le nord du pays est tombé aux mains des rebelles. Les 16 et 25 avril, les premières unités françaises, appelées à l'aide, portent 2 coups d'arrêt décisifs sur Salal, à l'est. Au centre du pays, Hati, la préfecture du Bata, faiblement défendue, ne va pas tarder à devenir le ventre mou du dispositif Taco. Dans la nuit du 18 au 19 mai, un message provenant de la gendarmerie rend compte de la prise de la ville par les rebelles. L'EMT de Mongo est mise en alerte et la 3e compagnie du 3e RIMA, aux ordres du capitaine Datis, reçoit l'ordre de faire mouvement dès le 19 matin vers le nord. À 11 heures, les marsouins débarquent des véhicules à environ 1500 mètres au sud du Bata, la large rivière au lit sablonneux totalement sec à cette époque de l'année. La progression commence prudemment vers la rive sud. Tout semble calme. Jaune 3, commandé par l'adjudant Alouche, s'avance jusqu'à la rive sous la protection des autres sections. Au moment où Jaune 3 atteint le bord du Bata, un feu extrêmement violent se déclenche depuis les couverts de la rive nord et les lisières d'Hati. Armes légères, mitrailleuses, coups de canon 106 sans recul et pluie d'obus de mortier arrosent toute la position de la section. L'adjudant Alouche tombe mortellement blessé. Il est 12 heures. La riposte est immédiate. Les jaguars plongent sur les armes lourdes adverses. Le Puma canon matraque les positions rebelles. Vers 13h30, l'ordre est donné à Jaune 2 et Jaune 3 de prendre pied sur la rive nord. Les 2 sections s'élancent à travers le Bata. Ces jeunes marsouins de 19 ans, dont plus d'un tiers n'a pas encore une année de service, et qui, comme leurs cadres d'ailleurs, vivent leur baptême du feu, se jettent d'un seul élan sous les rafales, bondissent de trous en monticules, traversent et se ruent à l'assaut de la rive opposée. Après un brutal corps à corps, la ligne rebelle craque sous le choc. De nombreux fuyards qui tentent de s'échapper vers la ville sont fauchés. En fin d'action, les 2 sections tombent en garde dans les couverts et les ruines de la briqueterie. Le marsouin Vandarme, avec son LRAC de 89,
réduit au silence 2 mitrailleuses distantes de 300 mètres. Les combats se poursuivent toujours plus acharnés. Et le caporal Lenepveu paie de sa vie son ardeur et son courage. À 17h30, le renfort des AML du 1er escadron du 1er REC n'étant pas arrivé, et l'appui des Jaguars devant bientôt s'interrompre avec la nuit, la reconquête complète de la ville s'avère impossible. Ordre de décrochage est donné au sud du Bata pour la nuit. Lorsque le 20 mai, le détachement français, qui a enfin été rejoint par l'escadron du 1er REC, pénètre à nouveau dans Hati, il constate que les rebelles l'ont évacué à la faveur de l'obscurité. Ils ont emporté leurs blessés, mais laissent 80 cadavres sur le terrain, ainsi que 65 armes individuelles, 6 mitrailleuses, un mortier de 81, un mortier de 120, un bitube de 14,7 et un canon de 75 sans recul. Jeddah, une cinquantaine de kilomètres au nord-est d'Hati, le Frolina a subi un sévère revers qu'il connaîtra à nouveau sur cette nouvelle position quelques semaines plus tard face à l'EMT d'Abéché du colonel Hamel, composé alors d'éléments du RICM et de la première compagnie du 3. L'opération Taco fut un succès et permit donc au 3e de marine, mais également à son voisin du RICM, de montrer toute leur qualité. Elle fut toutefois coûteuse en vie humaine, et les plaques souvenirs de l'adjudant Alouche et du caporal Lenepveu, apposés sur le bâtiment qui nous fait face, sont là pour rappeler chaque jour à tous le prix de la victoire acquise par le sang versé. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviens. Mais avec la fin de l'opération Taco, le rôle et les missions du 3e de marine outre-mer ne vont pas pour autant se ralentir, bien au contraire. Les années 80 seront marquées par une accélération de la présence au-delà des mers. Ce sera dans un premier temps la participation du régiment à l'opération Barracuda en janvier 81. 358 personnels, aux ordres du colonel Rousseau du Marseille, rejoindront alors la République centrafricaine. Le régiment sera également présent en 1982 à la Finule, au sud Liban. Mission d'interposition entre les forces palestiniennes et l'armée israélienne qui débuta en 1978 et qui, sous une forme légèrement différente, se poursuit aujourd'hui encore. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a été rendue célèbre dans les médias par la couleur bleue du casque et la couleur blanche des véhicules de ses soldats. Ces marques singulières sont là pour bien insister sur l'aspect non offensif de la mission dévolue, mais aussi sur la volonté de garantir par une présence armée la paix fragile de certaines régions du monde. L'été 1982 et l'opération Paix en Galilée, lancée par les Israéliens, va voir l'ensemble des forces armées palestiniennes et leurs leaders pris au piège dans Beyrouth. Il s'ensuivra leur évacuation par voie maritime sous la protection des Français et des Américains, puis l'installation de la force multinationale de sécurité de Beyrouth dans la ville. Le 3 remonta du sud Liban et participa à cette force jusqu'à l'été 1983. Quadrillant une partie de la ville, principalement le port, il apporta aide et secours dans des attentats tels que celui de l'ambassade américaine et contribua à ramener le calme pour quelques mois. 1984 sera ensuite marqué par l'opération Manta au Tchad, face à la nouvelle montée du danger libyen, puis les opérations Silure et enfin Épervier,
qui continue aujourd'hui encore à rythmer la présence française dans ce pays africain. Les années 86, 87 et 88 seront quant à elles marquées du signe de la Nouvelle-Calédonie, où les événements imposeront le renforcement de la présence militaire. Le 3e de marine participera pour sa part à 2 guépards à 3 compagnies de combat, d'octobre 86 à février 87, puis à nouveau d'octobre 87 à février 88. Installés sur la côte est de l'île, au milieu du fief indépendantiste, ces guépards auront pour mission de rétablir la présence permanente des forces armées dans des régions où les événements de 1984 avaient entraîné l'absence de l'administration. Ils auront également pour tâche de rétablir un climat de confiance entre les populations et de participer au développement des tribus mélanésiennes de la zone par des travaux menés à leur profit et en collaboration avec leurs membres. Centré sur Poro, le régiment s'installera lors des 2 séjours sur les communes de Kanala, Wailou et Poneriwen, soit une zone côtière de 120 km de long sur 20 km de large, comprenant non moins de 75 tribus mélanésiennes. Enfin, le 3, assurant l'alerte guépard au moment des événements d'Ouvéa, les 1e et 2e compagnies rejoindront la Grande Terre le 28 avril 1988 pour une mission de 2 mois qui les verra participer à la sécurité des installations militaires de la région de Nouméa et de Koumak, situées tout à fait au nord de l'île. Ces missions d'intervention s'effectueront en parallèle aux missions de présence outre-mer des compagnies tournantes ou du détachement d'assistance opérationnelle, que ce soit au Tchad, 1986, 87, 88, 89, en Centrafrique, 1984, 85, 87, 88, au Gabon, 1988 et 89, enfin à Mayotte en 1986. La dernière mission du régiment s'effectua au 1er semestre 1990 avec le détachement épervier au Tchad de février à juin. Le détachement terre-épervier, sous les ordres du colonel Torrette, est constitué de 2 compagnies de combat du régiment et d'une unité de soutien mixte 3e RIMA 9e RCS. Il engerbe sur place toutes les formations de l'armée de terre. Les Scorpions de la 4e compagnie prennent possession du site d'Abéché, capitale du Wadaï, à proximité de la frontière soudanaise. Les chats maigres de la 3e compagnie et le reste du détachement s'installent à N'Djamena. La mission de protection des installations aéroportuaires de ces 2 villes change brutalement de nature lorsque le 23 mars, les forces d'opposition tchadiennes bousculent, à partir du Darfour, l'armée tchadienne à quelques encablures d'Abéché. La garnison française étant menacée, il est alors décidé de la renforcer pour faire face à une attaque éventuelle. Commence alors un pont aérien impressionnant pour amener hommes et matériel à pied d'œuvre. Le chef de corps, un PC réduit et la 3e compagnie viennent dans la nuit du 29 au 30 mars renforcer la 4e compagnie, puis accueillir successivement les unités en provenance de RCA ou de France. Le 1er escadron du REC du capitaine Vinclair et ses légionnaires, la 4e batterie d'artillerie du 68e ERA du capitaine Trégou, renforcée d'une section d'autodéfense antiaérienne. Mais aussi les Pumas et les Gazelles de la Latte, l'antenne chirurgicale parachutiste et des éléments de renfort pour l'état-major, notamment en transmission et dans le domaine du soutien. En quelques heures, un outil de combat redoutable se forge et prépare un engagement qui paraît imminent. Chacun, quel que soit son niveau, ressent alors la sensation unique, au plus profond de lui-même,
du combat qui approche, mais aussi le sentiment de force que donne ce déploiement d'unités parfaitement rodées par des semaines et des semaines d'entraînement, comme le montre l'efficacité, le calme et la rapidité avec laquelle l'opération est menée. Quelques jours plus tard, la menace s'estompant, l'instruction et l'entraînement reprennent leur place pendant qu'une partie des unités rejoint ses bases respectives. Mais l'alerte peut sonner à nouveau très vite. Ainsi, le 24 mai, les chats maigres de la Troie prennent à nouveau leur envol pour le Gabon cette fois, afin de participer à l'évacuation des ressortissants français ou étrangers installés à Port-Gentil. Pendant 4 mois, au sein d'Épervier, le 3e de marine a connu une fois encore quelques heures d'intense émotion et fait preuve de son degré de préparation et de disponibilité. Se présentent à vous maintenant, aux ordres du chef de bataillon Montfort, certains des personnels et des matériels qui servaient dans le groupement au cours de cette mission. À votre gauche, se met en place le capitaine Rameau, commandant la 3e compagnie, accompagné de 2 VLRA, dont certains étaient armés de mitrailleuses 12-7. À votre droite, le capitaine Toutous, commandant la 4e compagnie, se présente avec 2 VLRA, dont certains étaient dotés de pièces anti-chars Milan. De nouveau à votre gauche, représentant nos camarades du 1er escadron du REC, présents avec nous dans le détachement, apparaissent des AML 90 du RICM qui assurent actuellement la même mission. Enfin, à votre droite, évoluent 2 jeeps tractant des mortiers de 120 mm qui équipaient la 4e batterie du 68e régiment d'artillerie commandé par le capitaine Trégout. Les nombreuses interventions outre-mer auxquelles le 3e régiment d'infanterie de marine a participé avec éclat ne doivent pas faire oublier sa capacité d'engagement en Centre-Europe. Équipé des matériels les plus performants actuellement en service dans l'armée française, et plus particulièrement dans l'infanterie, il a participé avec réussite en 1988 à l'exercice franco-allemand Kägerspatz, projetant tous ses moyens personnels et matériels en République fédérale en moins de 72 heures. Possédant avec ses VAB la capacité amphibie, il met en œuvre missiles Milan, mortier de 120 mm, canon de 20 mm et possède avec ses engagés des soldats rompus à toutes les armes légères d'infanterie. FAMAS,
FRF2, Apilas. Mais derrière ces compétences, dont le 3e de marine a su faire la preuve au cours de tous les engagements, et manœuvres dans lesquelles il fut partie prenante au cours des 20 dernières années, il existe une collectivité humaine fière de sa cohésion et de son attachement aux valeurs des troupes de marine. Le 3e de marine n'est pas un régiment comme les autres. Il est le plus ancien des régiments de professionnels des troupes de marine. Il s'enorgueillit donc à la fois de son appartenance à cette arme prestigieuse, de son expérience et de sa maturité. Son appartenance aux troupes de marine lui donne son esprit, son style, sa foi. Son expérience et sa maturité lui confèrent confiance en soi et compétences. Ses qualités, héritées tant de son jeune passé que de son histoire, ne seraient rien s'il ne les cultivait au quotidien et s'il ne les complétait par la rigueur qu'il manifeste dans tout ce qu'il entreprend, la discipline qu'il s'impose, la disponibilité qu'il a toujours témoignée en toutes circonstances, le sens de l'initiative et la capacité d'invention dont ces cadres et marsouins font preuve dans les missions les plus délicates. Ces qualités ne seraient rien non plus si elles n'étaient enracinées dans ces traditions. Traditions de marsouins tournés vers les autres, traditions de soldats de métier tendus vers la mission. Ensemble humain, harmonieux et généreux, outil de combat entraîné et efficace, le slogan qu'il s'est choisi correspond parfaitement à ce qu'il est et à l'image qu'il veut donner de lui. L'action, un style de vie. Par la symbolique des chants qui seront interprétés, donner à cet aspect un relief particulier auquel, nous l'espérons, vous serez sensibles.
Présentez. Hein? Comprendre les choses.